Bonjour mes amis, bienvenue pour le troisième épisode d'écologie et cybermodernité, notre cycle de 10 conférences en vidéo Facebook Live. C'est le troisième épisode, donc nous avons abordé au premier épisode l'écologie des petits gestes et nous avons abordé au deuxième épisode l'écoféminisme notamment. Beaucoup de choses ont été dites. Ça commence dans quelques minutes, on se donne 5 minutes. Donc si vous regardez en replay ce troisième épisode, vous pouvez directement aller à la 5e minute de ce replay sur YouTube et ça commencera à ce moment-là. En attendant, vous connaissez un peu le format. Je vais faire un appel à partager et puis je vais accueillir un peu tout le monde. Voilà, c'est bon. Hop. On communique. Alors, partageons. On commence dans 5 minutes. Et bienvenue à tous. Vous êtes déjà très nombreux. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester, que je sache avec qui on aura le plaisir de philosopher ensemble sur l'écologie et d'essayer de dégager des lignes d'avenir, des lignes d'espoir, de mobilisation possible. Voilà, hop. Alors, on commence dans 4 minutes. Alors, je partage moi-même, faites de même, s'il vous plaît, les amis. Bonjour, je vous vois quand même, même si vous ne manifestez pas, je vous vois. Salut Rose, super que tu sois là, tu étais très active le mois dernier, donc je suis ravi. Bienvenue, on commence dans quelques minutes. Pour l'instant, on partage. Et je vois bien sûr ceux qui partagent, donc voilà, n'hésitez pas à me faire plaisir et nous faire plaisir, parce que plus on sera nombreux pour cette agora vidéo philosophique, plus ce sera évidemment passionnant. Salut Liliane, tu arrives, c'est formidable. Merci d'être là Liliane, c'est super. Je partage de mon côté. Quand vous partagez, mettez un petit message sympathique pour vraiment amener vos amis. C'est aussi amusant de découvrir ses amis dans une agora philosophique. C'est une façon de les découvrir, de voir comment ils argumentent. Donc n'hésitez pas à non seulement mettre ça sur votre journal, mais également d'envoyer par Messenger par exemple, ou directement en texto, le lien de cette vidéo à tous vos amis, à tous vos contacts qui pourraient être intéressés par cette réflexion sur l'écologie, la politique, la démocratie et la cybermodernité. Voilà. On va définir un peu les termes juste après, on commence dans 3 minutes. Je partage également, on est de plus en plus nombreux, c'est parfait. Donc on va philosopher ensemble jusqu'à 19h15, 19h30 grand maximum. Bonjour tout le monde. Et alors partagez également sur les groupes. Il y a plein de groupes écologiques, écologistes, politiques. N'hésitez pas. On va commencer un peu sur les gilets jaunes. Je pense que c'est intéressant de voir un peu ce mouvement de colère sociale. On ne sait pas trop quoi en penser et donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Salut Evelyne, bonjour. Vous voyez, je réponds du tac au tac. On ne perd pas de temps, la liaison est bonne, il me semble. Dites-moi si vous entendez bien. On partage, merci de partager. Salut Ronan, je dois dire Ronan, je pense que c'est Ronan. N'hésite pas à me préciser. Salut, on est juste avant cette agora vidéo philosophique. On n'a pas encore commencé, donc ceux qui nous rejoignent doivent attendre encore 20 secondes. On commence dans 20 secondes. Ça ne vous empêchera pas, bien sûr, de partager cette vidéo partout, pour tout le monde, dans tous les sens. Et tout au long de cette vidéo live, vous pourrez bien sûr partager. Super, la connexion est bonne, Rose, merci beaucoup.
Voilà, je pense que moi j'ai fait mon petit boulot de partage. Vous êtes trop peu nombreux à partager, donc je vous encourage vraiment, allez-y. Envoyez avec un petit mot sympa à tous vos contacts. Et on commence dans quelques secondes. Voilà. Eh bien, on va commencer. Qui était là aux deux derniers épisodes ou qui a vu en replay les deux derniers épisodes d'écologie et cybermodernité? N'hésitez pas à vous manifester, les plus assidus. Voilà, parce que c'est un cycle de 10 conférences et chaque dialogue ensemble fait avancer les choses. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'après on pourra avoir, je pense d'ailleurs faire un montage des 10 épisodes en prenant le meilleur de ces 10 épisodes-là, vos interventions, les remarques, pour faire une sorte, je dirais, 1 heure et demie, quoi, un vrai film de ces 10 conférences. Donc vous participez à un film dont vous êtes les héros, les héroïnes, et donc voilà, vos interventions, si elles sont pertinentes, elles feront partie de ce film final, qui est un film tout à fait moderne. Salut Hugo. Un film tout à fait moderne parce que un film en dialogue, et de plus en plus je vais privilégier le dialogue avec vous. J'ai beaucoup de choses à vous dire, je cogite, j'ai 1 mois pour me préparer pour le prochain épisode, mais à chaque fois, salut Claire, vos remarques me font prendre des directions. Voilà, tout ça c'est une alchimie organique et assez passionnante. Un mélange, je dirais, pour reprendre le titre de mon livre Mélangeons-nous, et un mélange satisfaisant et très intéressant. Qui donc était là aux deux derniers épisodes, ou qui a vu les deux derniers épisodes d'écologie et cybermodernité, que je puisse vous identifier, ceux qui sont assidus et qui savent à peu près où on en est. Mais je vais faire évidemment un petit résumé pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Le dernier épisode assez intéressant sur l'écoféminisme, avec des remarques très très judicieuses de tout le monde, m'a fait, ouais, vu Hugo, super, m'a fait vraiment réfléchir. Je cherchais, rappelez-vous, ouais Rose, je sais, super, merci de vous signaler ceux qui étaient là, et ceux qui n'étaient pas là, bah, vous découvrez la chose et vous pourrez bien sûr vous rattraper. Je mettrai, après la fin de cette Agora vidéo, je mettrai, vu aussi les deux, super clair. Ouais, Liliane, génial. Je mettrai en description, oui, Florent, je te fais un résumé, les 3 derniers épisodes, les 2 derniers épisodes. Donc vous aurez tout en description juste après cette Agora vidéo. Juste, on a une avancée conceptuelle qui donne d'ailleurs le titre du deuxième épisode que j'ai appelé Zone affective et écoféminisme. On avait vu en détail avec Val Plumette et avec d'autres auteurs, on a vu en détail, vous vous rappelez un peu le sado impassible, ça vous a beaucoup plu, j'ai eu pas mal de commentaires là-dessus, sur cette figure de l'homme dominant la nature dans une logique de performance qu'une philosophe appelle le sado impassible. Sadique parce qu'il s'agit de soumettre à son pouvoir, le pouvoir de détruire, le pouvoir d'utiliser, et puis impassible parce qu'on est coupé des affects. Mais surtout, je cherchais un concept, au dernier épisode qui permettait d'expliquer comment des individus peuvent se connecter, rappelez-vous, hein, se connecter pas simplement parce qu'ils habitent la même ville ou le même quartier, et que du coup ils auraient une sensibilité de quartier. On a parlé au premier épisode du municipalisme, de Bookchin, Murray Bookchin. Voilà, on a étudié tout ça, on va en profondeur dans les auteurs autant que faire se peut, donc c'est assez excitant. En tout cas pour moi c'est excitant. Mais je voulais dépasser cette idée qu'il faut tout remettre à l'aune de la ville ou du quartier, parce qu'aujourd'hui, comme actuellement, là nous sommes connectés, et pourtant pas dans la même ville. Liliane est de l'autre côté de l'Atlantique, Claire, tu n'es pas à Paris, Hakim, je ne sais pas si tu es en Algérie ou si tu es en France, voilà. Donc, j'ai trouvé ce concept, le concept de zone affective. Voilà, j'étais parti sur le zone, hein, zone, j'avais inventé le mot zone, zo, l'animalité, le côté vivant, et puis zone, bon, ça marche pas, zone, on comprend rien. Par contre, zone affective, on comprend. Et c'est très important pour la suite, très important pour la suite. J'appelle zone affective
un groupe humain, y compris connecté avec les technologies virtuelles et les réseaux, etc. Donc c'est pas forcément localisé sur la Terre, c'est pas forcément géographique, ce ne sont pas des zones effectives. Les zones effectives, c'est des zones géographiques. En effet, nous sommes dans la même ville et donc l'écologie, on essaie de la construire avec une sensibilité de terrain. Mais dans les zones affectives, il ne s'agit pas de vivre dans la même ville, si ce n'est que nous vivons tous sur la planète Terre et qu'on peut avoir une appréhension holistique ou globale de Gaïa, on va dire. Dans les zones affectives, il est question vraiment, et c'est ça qui m'intéresse, de cet affect, et on va le voir avec les gilets jaunes. On va voir avec les gilets jaunes, c'est un cas d'école, les gilets jaunes. L'actualité, à chaque fois, nous sert son lot de motifs de réflexion. Salut Racha. Comprendre ce qui bloque les relations, comprendre qu'est-ce qui bloque les relations humaines, Rose. Ouais, très bonne remarque, on va voir. N'hésitez pas à intervenir, à philosopher avec moi, même si je parle, je ne veux pas prendre la parole tout le temps, et je vais rebondir sur vos remarques, donc n'hésitez pas à intervenir. Donc, zones affectives, ce sont des groupements humains, mais des cyber-groupements humains, pas forcément dans le même quartier. On sort du municipalisme, on va vers un cyber-municipalisme. On s'intéresse à des problématiques écologiques, politiques, démocratiques, mais qui sont connectives, avec l'intelligence connective, cette troisième forme d'intelligence qui permet, comme on le fait actuellement, de discuter, d'approfondir les choses sans avoir la présence de l'autre avec toutes les résurgences de l'ego, des titres honorifiques, des diplômes, de c'est l'homme qui parle, c'est le blanc qui parle, enfin de toutes ces identités et ces stéréotypes qui y sont liés et qui finalement vont museler le débat, vont inférioriser les gens et vont mettre les personnes selon des hiérarchies socialement admises. L'avantage de l'intelligence connective comparé à l'intelligence collective, c'est que dans l'intelligence collective, eh bien, un homme qui parle n'est pas pareil qu'une femme qui parle. Il y a des stéréotypes qui sont liés en fonction du physique, des provenances, de l'aplomb, de la façon de parler, etc. Ça, c'est l'intelligence collective. On est tous dans la même ville et on décide. On est tous autour d'une table et on décide. Intelligence collective. Mais pourquoi cybermodernité? Parce qu'il est question d'intelligence connective. Et autant vous dire qu'il y en a plein qui mettent à la mode aujourd'hui l'intelligence collective qui existe depuis 40 ans, même beaucoup plus, depuis l'humanité, hein, depuis au moins Homo sapiens, je dirais 300 000 ans, hein, quand même. 300 000 ans Homo sapiens, je crois. Et donc, l'intelligence connective, c'est la capacité de faire du débat critique, d'essayer de comprendre une situation, d'analyser, de dialoguer, de faire de la philosophie au sens large et au sens premier du terme, indépendamment de la présence physique. Voilà pourquoi je parle de cybermodernité. Indépendamment de la présence physique, c'est-à-dire sans les susceptibilités d'ego. Alors il y en a peut-être, hein, il y a des prénoms, il y a des photos, mais il n'y a pas l'autre en face. Et à la rigueur, par un système d'anonymat et de pseudo, on pourrait arriver à un débat où les stéréotypes liés à ceux qui parlent ne comptent beaucoup moins par rapport aux arguments déployés. Un peu comme ce qui se passe sur Wikipédia. Un gamin de 18 ans, s'il a des bons arguments, peut transformer un article comme un universitaire patenté, puisqu'on est dans l'intelligence connective. Wikipédia est un très bel exemple d'intelligence connective, qui fonctionne et qui est excessivement efficace, avec des systèmes d'autorégulation. Donc tout ça pour vous dire que la zone affective, c'est ce qui m'intéresse, j'y vois vraiment le degré minimal, mais qui peut s'agglutiner, il peut y avoir des zones affectives qui s'agglutinent les uns aux autres. Alors quand tu dis, Cécile, sommes-nous des cyberinsulaires? Oui, mais avec une vision archipélique. Pour reprendre le mot d'Édouard Glissant, le philosophe Édouard Glissant parle justement d'archipel. Il faut lire La Cohue du Lamentin et autres, et le Tout Monde, bien sûr, d'Édouard Glissant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se met en archipel. Les identités, les îlots humains peuvent s'imbriquer par le connectif, pas par le collectif, par le connectif. Les êtres humains peuvent s'archipéliser, et Édouard Glissant dirait ce qui s'archipèle se créolise. Ce que j'utilise comme concept, le mélange, dans mon livre Mélangeons-nous, Édouard Glissant l'utilise et parle de créolisation. D'ailleurs, dans Mélangeons-nous, je parle d'Édouard Glissant, évidemment. Il parle de créolisation. Forcément, il y a hybridation dès qu'il y a mélange humain. Mais le mélange humain se fait par zone affective. On peut très bien se mélanger à distance, notamment avec les nouvelles technologies. Affectivement, on peut échanger de l'affect et se mélanger.
mais c'est de l'affect qui transforme, et c'est des zones affectives. Donc voilà, comprenez bien ce concept de zone affective. Si on est dans une zone à défendre, la zone à défendre ce sont encore des zones effectives, Notre-Dame-des-Landes et autres, c'est-à-dire qu'on est ensemble et on tient bon, on tient un terrain, on tient une revendication, on tient un engagement. Mais quand on parle de zone affective, il s'agit de tenir bon dans la cybermodernité, à travers la connectivité. C'est un préambule que je fais, mais pour que vous compreniez, Vision Archipel, oui. Pour que vous compreniez bien l'enjeu. Bonjour Marie-Christine, bonjour les 50 personnes là qui nous rejoignent. Bienvenue, partagez, je ne le dirai plus du tout, mais tout au long de ce live, vous devez partager pour amener tous vos amis dans la réflexion. Qu'avons-nous eu avec les Gilets jaunes hier, le 17 novembre 2018? Ce mouvement spontané des Gilets jaunes, ce mouvement qui naît dans la cybermodernité. J'écoutais hier un ancien conseiller du président Nicolas Sarkozy qui parlait, je crois, de cybermobilisation, de cybermanifestation. Donc il mettait ce mot cyber. Effectivement, pourquoi cyber? Parce que ça se mobilise directement via Internet. Rose, Cécile, Vincent, oui, c'est bien Édouard Glissant que je faisais référence. Mais voilà, merci Cécile de confirmer. Excusez-moi. Donc il parlait de cyber-manifestation pour les Gilets jaunes. Alors on peut critiquer évidemment toutes les tentatives de récupération, à l'extrême droite notamment, d'une colère populaire. Et je le disais récemment dans une émission télévisée, je disais récemment que c'est récupérable par essence, avec un jeu de mots totalement involontaire quand je l'ai prononcé, mais j'en ai fait un titre. Récupérable par essence parce que absolument non organisé, ou plutôt organisé selon une sorte de spontanéisme. Quand je parle de zone affective, vous comprenez bien ce que c'est. Les Gilets jaunes, c'est la mise en place décentralisée au possible, c'est même pas centralisé par un syndicat ou par des leaders, décentralisé au possible, et là ça m'intéresse énormément, parce que l'écologie qui commence à se dessiner pour nous, on essaye en tout cas modestement de voir comment l'anarchisme, au sens très très constructeur de ce terme-là, permettrait de créer une verticalité par le bas et non pas une verticalité par le haut, je ferme la parenthèse. Et donc la décentralisation et moyen d'État, où l'État est totalement débordé par ça. On l'a vu d'ailleurs dans la tentative aussi d'Emmanuel Macron de calmer les gilets jaunes, de lâcher du lest. On a vu la peur, dans le camp des macroniens. Précisément, ça fait peur. Parce que ce qui fait peur, c'est pas tellement des personnes en colère. C'est pas ça qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est qu'on ne sait pas. C'est l'incertitude, parce que ce n'est pas encadré. C'est l'absence d'encadrement. Et puis ce qui fait peur aussi, en tout cas pour moi, c'est la possibilité de récupération par l'extrême droite, et qui va vraiment taper fort. C'est-à-dire qu'il y a l'extrême droite est extrêmement puissante pour récupérer des colères populaires. On l'a vu par le passé. Donc il y a une sorte de course en ce moment qui a lieu. Il y a une colère sociale qui me semble plutôt légitime, personnellement, et je vais essayer d'argumenter un peu une jacquerie, d'accord, qui semble plutôt légitime, notamment les taxes. Les taxes ne sont pas l'impôt, on n'indexe pas les taxes sur le revenu, donc on n'est pas dans un système d'impôt, c'est une sorte d'impôt indirect, et donc c'est extrêmement, à mon avis, injuste socialement. Et le grand problème, c'est qu'effectivement, il faut arrêter la voiture. Au bout du compte, il faut arrêter la voiture, qu'elle soit électrique ou pas électrique. On sait très bien que nous devons entrer dans une société où il n'y a pas de voiture. Et on oppose encore aujourd'hui l'urgence sociale et l'urgence écologiste. Et dans écologie et cybermodernité, notre cycle d'Agora, on essaie justement d'allier les deux. On essaie de faire en sorte, c'est pour ça que c'est extrêmement politique notre propos, et on essaie de faire en sorte que l'urgence sociale, la misère, lutter contre la pauvreté, lutter contre des maisons qui s'écroulent, lutter contre des gens qui voient les services publics diminuer et donc devoir faire de la route pour aller dans des organisations de santé, parce que tout s'est éloigné, parce qu'il n'y a plus de proximité, parce que la route devient nécessaire, ne serait-ce que pour travailler. 2/3 des salariés utilisent leur voiture pour se rendre à leur boulot. Donc, on voit bien qu'il y a toute une organisation sociétale derrière cette nécessité de la voiture.
Et ça, c'est l'urgence sociale, et on voit bien avec le gouvernement actuel qu'on a une sorte de fronde sociale qui va évidemment augmenter la précarisation. On le voit très très bien. Euh, mais cette urgence sociale va ce qu'on a avec les gilets jaunes, c'est entre directement en contradiction avec l'urgence écologique. Et donc, c'est très dur de dire vous devez arrêter la bagnole à des gens qui, justement, pour vivre et pour survivre parfois, ont besoin. Donc c'est pas qu'on n'a pas fait de pédagogie. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose. Ça pointe des injustices profondes. Je vous ai parlé de ce système un peu de taxes et de ras-le-bol de la vie chère. Mais ça pose le problème crucial de la répartition des richesses. Ça pose le problème crucial de comment on sort de la voiture. Est-ce que c'est en taxant qu'on va sortir de la voiture? Et puis ça pose aussi la question de cette urgence sociale, urgence écologique à réconcilier. Alors donc, dans les Gilets jaunes, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce mouvement qui est décentralisé, attends, je vais lire ton commentaire quand même, Liliane, c'est tellement plus facile à montrer de faire pompier que de faire projets qui font sens. Fais des phrases un peu plus lisibles, Liliane, j'ai du mal à te suivre. Plus facile à montrer de faire pompier que de faire des projets qui font sens. Oui, je pense que tu critiques l'absence de projet. Voilà. Donc ce sentiment d'injustice, ce sentiment de ras-le-bol de la vie chère, qui s'exprime et qui est récupéré évidemment, à mon avis, me semble tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Récupéré, on l'a vu notamment avec Ménard, Robert Ménard, qui fait placarder des affiches où il compare les gilets jaunes avec les poilus de 14-18, voilà, et la bataille pour le pouvoir d'achat, à mon sens, là, il y a des récupérations, mais à mon avis, cette bataille-là, elle est légitime pour ceux évidemment qui sont pris à la gorge, pris à la gorge. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple le train qui diminue. On a une attaque sur les cheminots, une attaque sur, je crois que c'est 9000 km ou 11 000 km de voies ferrées qui disparaît. Dans l'après-guerre, par exemple, la plupart des marchandises, 75% des marchandises passaient par les voies ferrées. Aujourd'hui, les marchandises, c'est 80% par la route, par exemple. 80% par la route, vous voyez un peu. Donc, et la route, c'est le système un des plus polluants. C'est-à-dire que la voiture, c'est vraiment... on peut aller un peu dans les détails, c'est quand même intéressant si on veut comprendre l'enjeu autour de ces gilets jaunes, donc une sorte de cyber-manifestation qui vient d'un ras-le-bol populaire plus ou moins légitime et absolument décentralisé, donc qui peut être récupéré, qui va partout. Il faut comprendre le fond du problème. Le fond du problème, c'est que effectivement, on est dans une précarisation et un sentiment d'injustice d'un côté, et puis la nécessité absolue de sortir de l'ère de la bagnole, tout simplement. Alors, Rose, je prends ton commentaire. Oui, légitime, cette augmentation des prix est due à un marché mondial, mais c'est une goutte d'eau qui déborde. Il y a vraiment ce sentiment de la goutte d'eau qui déborde. Juste un petit rappel de ce qui peut polluer. Les transports. Quels sont les transports les moins polluants selon vous? Je vous fais un petit quiz là, vous pouvez répondre, n'hésitez pas, c'est intéressant de voir ce que vous pensez. Quel est le transport le moins polluant, à votre avis? Je vous pose la question, n'hésitez pas à participer. Voilà. Donc les transports, c'est très important, c'est au cœur du problème de l'écologie. Une pensée écologique qui ne passerait pas par cette question cruciale des transports, c'est quand même un tiers les transports un tiers de l'énergie finale en France. Un tiers. C'est le principal émetteur de dioxyde de carbone avec, on a, je ne sais plus quel pourcentage, 60% environ à vérifier, des émissions totales de CO2. 60% le transport, des émissions totales de CO2. Principal émetteur de CO2 et un tiers de la consommation d'énergie finale en France. Voilà, c'est ça le transport. Alors le train, dit Rose, non, il y a encore plus écologique que ça, il y a encore moins producteur de CO2 que le train, qui produit aussi du CO2. Mais oui, bien sûr, la solution du train est excellente et on voit vraiment que les gouvernements successifs n'ont pas misé sur le train, réellement. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Par la route, beaucoup, par cabotage maritime, peu. La marche, bah oui Rose, bien sûr, la marche.
la marche, sinon le vélo, exactement, le vélo, la trottinette, voilà, non, c'est réel. La marche, la trottinette, les rollers et le vélo, c'est zéro de carbone, hein, quasiment zéro de carbone. Donc on a affaire là à quelque chose qu'il faudrait, mais vraiment, il y en a quelqu'un qui a liké tout ça, toutes vos propositions, mais bravo, bravo. Les voitures électriques, non, c'est polluant et la batterie pose beaucoup de problèmes de recyclage, mais bon, c'est moins polluant que les voitures à essence de façon directe. Mais la marche, le vélo, je veux dire, nous avons tous les capacités de pouvoir nous déplacer, c'est très bon, voilà, donc vous comprenez, si on dit que la marche, le vélo, la trottinette, les rollers, tout ça, et puis maintenant ils inventent des choses encore plus perfectionnées qui permettent à des gens qui ne sont pas tellement sportifs de pouvoir se déplacer avec, encore une fois, hein, une empreinte CO2 très très faible. Vous imaginez la restructuration de nos villes. Imaginez juste la restructuration de nos villes. Si on part du principe que c'est le vélo, la marche, etc. Les villes qui sont aujourd'hui absolument dangereuses pour les enfants ne peuvent pas c'est pas du tout des villes pour les enfants. Si on met des rollers, alors bien sûr il y aura des accidents de vélo, etc. Mais un accident de vélo c'est quand même moins grave qu'un accident de voiture. Et imaginez ce que ça peut donner, des piétons, et ça c'est la ville du 21e siècle, si le 21e siècle devient sensible et intelligent. Alexandra, qu'est-ce que tu nous dis? Je me dis la nourriture ou la benzine, c'est pareil. Trop de gens, trop de dégâts écologiques. On épargne et sauve le confort des riches aux dépens du sacrifice et l'extermination des besoins des pauvres. Tu vois, tu pointes à quelque chose de très intéressant. C'est le cœur du propos. Si on veut comprendre les gilets jaunes avec, on essaie de faire un débat un peu plus de fond que ce qu'on a eu un peu souvent dans les médias, quelque chose de très en surface et très finalement réel politique. Hein, comment faire, quelle stratégie de communication adopter. C'est pas le propos, c'est pas la stratégie de communication qui nous intéresse. C'est le débat de fond et la course aujourd'hui pour utiliser cette colère. Bien sûr qu'il faut l'utiliser. C'est pas du poujadisme que de vouloir une mobilisation générale. C'est pas du poujadisme que de vouloir utiliser un ras-le-bol, le conscientiser et puis faire en sorte que ça puisse influer. Donc moi je suis pas du tout dans cette logique. Les gilets jaunes sont tous poujadistes, le pénistes. Ils vont se faire récupérer parce que la conscience politique n'est peut-être pas développée chez tout le monde. Il y aura des dérives, il y aura tout ce qu'on connaît d'un mouvement de foule spontané non centralisé, ça on les connaît les dérives, mais il y a quelque chose de vrai derrière tout ça et de très profond. Certes, il existe des solutions, dit Claire, cependant peu réalisables pour ceux qui habitent les campagnes ou éloignés des zones urbaines. Bien sûr, Claire, tu as raison. Oui, plus d'espace vert et de loisirs, etc. Vive le transport par la pensée. Alors Cécile, t'es encore plus cybermoderne que cybermoderne, carrément la télépathie. Voilà. Alors, mais le vélo, c'est quand même super intéressant, c'est-à-dire que pour l'instant, le vélo, c'est l'horreur. Enfin, c'est extrêmement dur de faire du vélo dans les grandes agglomérations. On se le fait voler, on se prend des voitures dans la tête, c'est dangereux. Voilà, c'est extrêmement compliqué. On pourrait imaginer beaucoup de choses à ce niveau-là, beaucoup d'aides. Là, la trottinette se développe partout à Paris. Bon, alors ça fait des travailleurs qui sont évidemment précarisés, qui n'ont pas de statut, mais tout ça, ça va peut-être se réguler. Mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant. Je ne crois pas que ça soit réservé à ce que d'autres appellent des bobos, que de se dire que faire du vélo et marcher à pied, ça soit... Alors marcher à pied dans les bagnoles, c'est peut-être pas sympa pour la santé. Marcher à pied quand le parc automobile baisse, c'est quand même super intéressant. Et puis tout peut être réinventé à ce niveau-là. Mais voilà. Donc ça, c'est le moins polluant. Ensuite, on a quoi? Très concrètement, en France, 82% des trajets s'effectuent en voiture. 82% des trajets. D'accord. La voiture, c'est quoi sur un an par personne transportée par personne. Sur un an, la voiture, c'est 221 kg de CO2. Voilà. 221, retenez ce chiffre pour pouvoir comparer avec les autres moyens de transport. 220 kg de CO2. Ça, c'est la voiture. Elle est au top numéro 1. Alors après, tu as des modulations en fonction de la taille de la voiture, est-ce qu'elle est électrique ou pas, hybride, etc. Mais on est quand même avec le record absolu de la pollution. Et les moins polluants, à part la marche à pied et la trottinette, eh bien, il y a les tramways. On passe de 221 kg de CO2 par an par personne transportée à 2,6 pour les tramways, 2,6 kg. Le métro, 3,2 et le RER, 3,3. Voilà. Donc vous voyez un peu la différence. Évidemment, c'est à chaque fois par personne transportée, sachant que la voiture, le covoiturage n'est absolument pas développé.
Et donc, on n'est pas... Xavier, pour le transport de marchandises, je n'ai pas les chiffres là actuellement, mais vous êtes tous derrière un post internet. N'hésite pas, Xavier, à faire ta recherche et à nous la coller là en commentaire. Hein. On participe tous à l'élaboration de la pensée. Je rebondis à vos questions et n'hésitez pas à faire des recherches. Voilà, que je n'ai pas l'économie de faire dans la petite heure qui nous reste. Voilà. La question est bonne. Ensuite, donc ça c'est vraiment l'idéal. Dans les plus polluants, on a la voiture, 221 kg de CO2 par an par personne transportée. Et on a le bus et la moto. Donc le bus n'est pas une solution non plus. Hein. Le bus, même électrique, ça pollue. Et la moto aussi, ça pollue. Donc on revient à ce qui, en fait, émet le moins de gaz à effet de serre. Alors voilà, ce qui est intéressant, donc dans les trajets longs, tu faisais la remarque, je crois que c'est Claire qui faisait la remarque, on va dire 500 km. 500 km. L'avion, on est à 145 à 241 kg de CO2 par passager. Et la voiture, on est à 170 kg de CO2, qui bien sûr peut être réduit s'il y a du covoiturage. Pour un trajet en ligne grande distance, longue distance, le train, c'est le transport le moins polluant. Voilà. On ne peut pas le faire à vélo, 500 km, mais en train. Le TGV émet 3,2 kg de dioxyde de carbone, et le train classique 11,8, ce qui reste quand même assez comparé à la voiture, c'est vraiment peu. L'autocar, lui, c'est 58 kg, ça peut être une solution encore à moyen terme, de CO2 par passager. Voilà. Voilà, merci pour les liens, Liliane. Alors peut-être que mes chiffres ne sont pas exactement ceux de 2018, en tout cas ils doivent être bons pour 2015, mais ça donne une idée. Hein. Donc je vais résumer, palmarès des modes de transport. On a le TGV qui arrive en tête avec 11 grammes de CO2 par kilomètre. 11 grammes de CO2 par kilomètre. Voiture électrique, 22 grammes. TER, Intercité, Théose, 42 grammes. Les deux roues jusqu'à 125 cm3, c'est 113 grammes. TGV, 13 grammes. Hein. Donc 113 grammes. L'avion longue distance, 118 grammes par kilomètre. La moto de plus de 750 cm3, 123 grammes par rapport au TGV à 13 grammes. Et la voiture, l'autobus, tout ça, c'est entre 127 et 135 grammes par kilomètre. L'avion vol domestique, 145 grammes, super polluant. La voiture GPL, 188. Et le 4x4, qui est au sommet, qui devrait totalement être interdit, 250 grammes. TGV, 13 grammes, 4x4, 250 grammes. Voilà. Donc là, on est dans des chiffres réels et qu'on voit vraiment que si on veut s'intéresser à l'écologie de façon très concrète, le train, les voies ferrées, c'est une solution imparable. Je vous rappelle que pour les marchandises, après-guerre, 75% des transports de marchandises passent par le train. Aujourd'hui, 80% des transports de marchandises passent par la route. Donc là, on est au cœur concret d'une solution alternative, les voies ferrées. Aujourd'hui, on a des vols en avion qui coûtent moins cher qu'un billet de train. Donc tout ça pose des questions. Faut-il taxer le kérosène? Moi, je suis contre les taxes, je vous l'ai déjà dit. Les impôts, oui, les taxes, non. Même si elles ont des vertus affichées, il y a quelque chose de profondément socialement injuste derrière ça. Mais c'est ce qui pose question. Donc ça, c'était un peu je voulais camper un peu le débat sur ces gilets jaunes, cette nécessité effectivement de prolonger cette mobilisation et de ne pas la laisser à l'extrême droite qui va la récupérer évidemment de façon intense, et également de réfléchir à cette urgence sociale et cette urgence écologique qui doivent aller ensemble et non pas être séparés. Le grand problème des Gilets jaunes, enfin le problème que soulignent les Gilets jaunes, c'est ce divorce entre l'urgence sociale réelle, la vie chère, les services publics qui disparaissent, et du coup on a besoin de la voiture pour se rendre à l'hôpital, pour se rendre à l'école, pour se rendre partout, la poste, etc. Les services publics qui disparaissent, et puis l'urgence écologique, essayer de les mettre ensemble. Alors vous participez beaucoup, merci mes amis, n'hésitez pas. Il y a le monde rural et urbain pour révolutionner les transports. Ouais, Rose. Claire, le train oui, mais parfois trop éloigné du lieu d'habitation. Bah oui, si on supprime de la voie ferrée, effectivement ça pose problème. On pourrait multiplier tout ce qui est tramway, tout ce qui est train. On pourrait vraiment réinventer la ville avec le vélo, avec la marche.
tout est à réinventer et c'est plutôt sympa. Une ville où il y a des tramways, on marche à pied, on fait du vélo, du roller, c'est quand même sympathique. Et ça pourrait se décider par les citoyens. Voilà. Donc il y a toute une réinvention possible. On va voir après, évidemment, on va entrer plus profondément et plus philosophiquement dans la question de fond. On va voir après comment ça peut s'articuler sur de la cybermodernité, c'est-à-dire une modernité de partage virtuel. Donc c'est ça la cybermodernité. On n'est plus dans un partage collectif, on est dans un partage de connectif. Et comment ça peut s'articuler. Volkswagen qui investit 44 millions pour élaborer une voiture écolo. Moi je n'y crois pas à la voiture écolo, sauf celle où on pédale, mais on attend de voir. Les marchandises non périssables, le fluvial aussi, etc. Ah, est-ce que ça pollue pas le fluvial? C'est aussi des questions. Entrons un peu dans la partie un peu philosophique, toujours de cette réflexion. Mais les gilets jaunes, pour moi, c'est l'illustration de zones affectives spontanées qui se mettent en place, totalement de façon magmatique, de façon non programmée, de façon spontanée. Mais on a ces zones affectives dont on a parlé dans notre deuxième épisode de ce cycle de conférences, des zones affectives qui se mettent en place et qui sont connectées par les réseaux. Ça passe par les réseaux, donc on est dans la cybermodernité. Une cybermodernité qui impacte le réel, qui peut faire peur et qui directement affronte le politique. Et c'est évidemment que là, il y a des leviers intéressants de changement. Alors, plusieurs choses. Dans cette idée de cybermodernité et d'écologie, on pourrait penser, et d'ailleurs il y a eu une tribune dans Libération, quelqu'un peut la retrouver, je l'avais partagée, j'ai oublié le nom de l'économiste qui la met en place. Il y en a qui opposent cette transition numérique, cette transition cyber, on va le dire, qui existe avec les technologies, les téléphones portables, la connexion des réseaux, et qui oppose ça à la transition écologique, et donc disant cet argument qui me semble plein de bon sens, la transition numérique se fait facilement et nous donne l'illusion d'une fluidité et d'une aisance, la transition écologique se fait dans la douleur. Et donc l'une peut très bien se faire au détriment de l'autre. C'est-à-dire que plus le numérique est polluant, rappelons-le, le cobalt par exemple, c'est des mines en République démocratique du Congo avec des enfants de 4 ans qui peuvent travailler dans ces mines. Voilà, là je vous parle avec un téléphone portable connecté, ça pose aussi des questions et je m'interroge évidemment. Voilà, j'ai jugé en mon âme et conscience que c'était plus profitable de faire des conférences comme ça, par cette cybermodernité, mais qui reste polluante et qui, là aussi, fera l'objet, on fera des grandes séances de méta, de réflexion sur nous-mêmes en train de faire ces conférences, quand on sera un peu plus avancé dans le concept. Mais la cybermodernité est polluante, en tout cas actuellement. La cybermodernité rend les gens complètement aussi débiles. Il n'y a pas que l'intelligence connective, il y a aussi la bêtise connective. J'avais consacré un article dans le Huffington sur cette bêtise connective, avec la personnalité bureaucratique que ça peut induire. Donc la cybermodernité peut très bien, il y a un article récent dans Libération, peut très bien aller complètement à l'encontre de la transition écologique. Moi je pense pas, ma théorie c'est que je m'inscris en faux contre cette pensée, mais ça nécessite un petit développement. Donc je vais prendre vos questions et après j'entre dans le développement plus dense philosophiquement. Tous en calèche ou en charrette avec les chevaux, dit Claire. Ouais, très bien. Liliane, ici au Québec, c'est le règne de la voiture, alors que des fleurons de l'industrie du pays, le fleuron de l'industrie du pays est le train, est sous-développé, le train. Hakim, on doit transformer l'indécence spontanée des gilets jaunes en action politique noble, légitime et responsable. Noble, j'ai bien peur qu'il y ait besoin de critères et donc ça appelle un peu des critères qui sont compliqués. Légitime, compliqué aussi. En quoi les gilets jaunes ne sont pas légitimes. Responsable, par contre, oui. Responsable, ça, c'est une réflexion. Est-ce qu'on en fait quelque chose de tout ça ou est-ce que ça risque d'être récupéré? J'ai une théorie qui est une hypothèse totalement, à mon avis, fausse, mais je vous la soumets quand même. J'ai l'impression, c'est un peu complotiste comme théorie, donc je mets plein de guillemets et je vous demande juste de prendre cette théorie et il faut la voir dans un coin de votre tête et essayer de voir si ça se vérifie. Je suis très prudent avec ça. Merci Cécile pour cet article qui est quand même très intéressant, lisez-le. Et si nous nous trompions de transition, de transition. Voilà, très très bon article que je réfute et je vais le réfuter juste après, mais qui est quand même super intéressant, qui pose vraiment le débat cybermodernité écologie. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans cet article. Donc,
qu'est-ce que je disais à l'instant? Oui, j'ai oublié, il y a trop de trucs. On doit transformer la... Oui, tu l'avais dit. J'ai oublié, si quelqu'un peut me rappeler, le son est faible, mais ça vient peut-être de moi. Quelqu'un, salut Marie, quelqu'un peut vérifier si le son est bon, si vous entendez, si c'est Marie qui doit revoir ses connexions, c'est des petits aléas de l'agora philosophique. Euh, Qu'est-ce que je disais à l'instant? Ah zut, voilà, je sais plus ce que je disais, j'ai été perturbé par l'article posté par Cécile. Voilà, donc si quelqu'un peut me remettre dans ma pensée, c'est le direct aussi de la philosophie. Ça m'arrive rarement d'hésiter, mais voilà. Bah, je vais bifurquer, reprendre vos remarques et continuer ma réflexion. Son OK, Liliane. Donc Marie, revoit un peu ta connexion, mets un casque, ça peut t'aider. Ici, le son est parfait, merci. Le son est faible. Bon, mes amis, j'ai pas trop changé par rapport à mes habitudes. Ah oui, théorie peut-être complotiste. Mais c'est pas pour rien que c'est un acte manqué. Oui, merci Xavier. Ouais, merci Claire. J'ai l'impression que les gilets jaunes vont arranger Macron parce que finalement, ça va remettre en question toutes les mesures qu'on veut mettre en place pour l'écologie, notamment les mesures qui vont taxer la voiture et s'en prendre à la voiture. Comme je vous l'ai dit et on l'a démontré que la voiture est ultra polluante et que de toute façon l'horizon c'est même pas l'électrique, c'est juste plus de voitures du tout. C'est l'horizon indépassable, nécessaire et urgent. Il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête. La voiture, d'ailleurs je n'ai pas de voiture, j'ai le permis de conduire mais je n'ai pas de voiture et j'en aurai pas pour cette raison-là aussi. Voilà, c'est vraiment, pour moi c'est absurde d'avoir une voiture à Paris avec les transports en commun et avec... voilà, donc la voiture, à mon avis, c'est quelque chose de très nocif pour la vie en commun, nocif pour la dangerosité des villes, pour les enfants dans les villes. J'insiste là-dessus, une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où les enfants peuvent jouer dans la rue, naturellement, sans qu'on ait peur pour les enfants. Et puis la pollution, évidemment, la pollution. Et j'ai l'impression que finalement, cette colère populaire peut être récupérée, certes par l'extrême droite, mais surtout par Emmanuel Macron, qui va avoir cet argument suivant. Vous avez vu le peuple entre guillemets, il y a une grogne, je vais écouter les citoyens, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas d'accord pour qu'on fasse du mal à la voiture, et donc favoriser le lobby automobile qui est assez puissant en France, favoriser l'industrie de la voiture, le développement de la voiture au détriment du développement du train. Et j'ai l'impression que ça va être très facilement instrumentalisé par le gouvernement. L'avenir nous dira si c'était une intuition ou si ça se vérifie, mais je pense que c'est important que ça soit posé. Et c'est dans cet espace que je peux le poser, parce qu'à la télévision, bon, ça peut être récupéré. Et évidemment, on a juste 2 minutes dans un débat, donc c'est très compliqué. Mais là, je suis un peu chez moi, je vous invite chez moi. Et donc, je pose cette question-là. Est-ce que finalement, il n'y a pas une arnaque qui se prépare avec l'idée que de faire parler les gilets jaunes en disant je vous ai compris, d'accord, la voiture, on n'y touche pas. Voilà. Hypothèse un tantinet complotiste pour l'interrogation. Oui, c'est ça, c'était ça. Bon, voilà, complotiste parce que bon, les complots existent. Voilà, les gilets jaunes vont être récupérés aussi par les constructeurs d'automobiles. C'est ça ce que je dis, Ben, je ne sais pas comment t'appeler, dis-moi. Macron le dit déjà, tu as raison, voilà. Alors je ne sais pas s'il le dit déjà, mais voilà, je n'ai pas entendu dire ça, mais j'ai l'impression que ça va monter. Donc il faut aussi qu'on s'arme contre ça. Alors, au niveau des armes intellectuelles qu'on peut continuer de forger ensemble, allons dans le vif du sujet. Il y a un article qui est revenu, qui est un article de 2014, mais qui est revenu un peu dans les réseaux, qui a beaucoup tourné, de Noam Chomsky. Alors, Noam Chomsky est un philosophe, pour moi, linguiste de renom, qui a révolutionné totalement la linguistique, avec la linguistique générative, passionnante, que j'ai étudiée très profondément, parce que vous savez que j'ai un amour pour le langage, j'invente des langues. Je ne sais pas si vous le savez, mais enfin bon, voilà, j'invente des langues artificielles depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Et je suis absolument passionné par toute cette possibilité qu'on a d'instituer des langues nouvelles. D'ailleurs, mon rapport au langage, petite parenthèse, ego trip, mais mon rapport au langage va avec un rapport d'institutionnalisation des mots. Il suffit que vous me lisiez un tout petit peu, je ne sais pas si vous me lisez d'ailleurs, et vous verrez le rapport notamment marabouté. J'étais hier, donc 17, pendant qu'il y avait les Gilets jaunes, le 17 novembre, invité à faire des dédicaces au salon des livres et l'alerte, un salon des lanceurs d'alerte. J'ai eu cet honneur pour moi de faire partie des lanceurs d'alerte par
mes livres, et notamment ce que disait une personne qui organisait ce salon, avec des signatures, c'était à la Maison des Métallos. Les livres, parmi les livres que j'ai écrits, c'est vraiment Marabouté qui vient au centre sur les problèmes de la France-Afrique et puis des injustices entre l'Occident. Et puis ce concept de néo-résistance qui est toujours d'actualité, on ne peut plus, et qui ne concerne pas simplement une lutte contre le terrorisme, une lutte culturelle et philosophique contre le terrorisme et tous les terrorismes, y compris le terrorisme libéral, y compris la violence sociale, mais la néo-résistance en termes de comment la culture et la création et la philosophie, bien sûr, et le jugement critique peuvent transformer vraiment la démocratie. Voilà. Donc cet échange était vraiment intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à signer quelques livres là-bas. C'est une parenthèse, mais pour moi, elle compte. Alors, Noam Chomsky, ce qui est intéressant, qui entre dans une sorte de critique radicale avec un vernis et même peut-être un peu plus profond qu'un vernis, anarchiste, et surtout qui a un écho énorme, énorme. Il n'était pas tellement connu autour des années 2000, pas spécialement connu, il y avait quelques films, quelques documentaires, et aujourd'hui c'est vraiment succès de librairie, dès qu'on se réclame de la gauche on cite Chomsky sans aucun problème, très peu critiqué, hein, un des moins critiqués, et puis quand même très stimulant. Parfois on récupère Chomsky avec un vernis d'anti-américanisme, parce qu'il est très critique par rapport à l'Amérique, aux États-Unis, et à juste titre, hein, la plupart du temps, mais les récupérations... N'oubliez pas que dans l'anarchisme, on peut être anarchiste de droite. N'oublions jamais ça, que l'anarchisme n'est pas une garantie de justice sociale, de pacifisme et d'émancipation sociale. Ça peut être absolument violent aussi. Et c'est à garder. L'anarchisme n'est pas une garantie de radicalité à gauche. L'anarchisme, que je pourrais très brièvement décrire comme la volonté à long terme ou à court terme de supprimer l'État, c'est quand même ça. Aujourd'hui, je sais qu'on est dans une sorte d'anarchisme très bizarre qui consiste à dire on va quand même maintenir l'État parce que ça nous aide, et à mon avis, Chomsky s'inscrit complètement dans ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas du tout un anarchiste, c'est un compagnon de route. D'ailleurs, lui-même le dit en 1976. Chomsky, que j'ai étudié et dont je parle d'ailleurs dans Marabouté, écrit en 2004, écrit en 2003. Chomsky se dit compagnon de route de l'anarchisme, mais certainement pas anarchiste. Maintenant, il se dit anarchiste, mais maintenant tout le monde se dit à peu près anarchiste. Même des Michel Onfray ont pu se réclamer de l'anarchisme. Voilà, je vous laisse savourer cette ironie. Donc l'anarchisme, suppression de l'État. Suppression de l'État, un anarchisme qui dirait l'État, on va le maintenir, c'est ce que disent pas mal d'anarchistes, enfin de personnes qui se déclarent de l'anarchisme aujourd'hui. L'État, on va le maintenir parce que le monde libéral est tellement violent que l'État est un rempart pour ne pas se laisser envahir par les prédateurs du privé et de la sphère privée qui dévore tout sur son passage, qui marchandise tout. Et donc les anarchistes qui disent on a quand même besoin de l'État en ce moment, même si le pouvoir étatique est illégitime, ça me paraît une contradiction dans les termes. Pour moi, l'anarchisme, c'est la suppression de l'État, point final, avec toutes les couleurs que ça peut avoir. Et je me considère totalement, anarchiste dans ma pensée, dans ce sens-là. Ce qui ne m'empêche pas, évidemment, d'avoir un discours qui puisse être compatible avec les prérogatives d'aujourd'hui. Certains me critiquent, notamment la France Insoumise et le média, parce que je peux faire des conférences sur le management, mais mes conférences sur le management, qui me permettent notamment une autonomie financière qui permettent justement d'être libre, contrairement à ce qu'ils racontent, mes conférences, c'est justement la volonté de faire face au réel actuel. Et même une chaîne comme le média a besoin de management, ça s'est vu avec l'immense crise que le média a traversée, crise d'autoritarisme et crise financière également. Donc dans un monde structuré avec la hiérarchie, qui n'est pas mon idéal n'est pas un monde structuré par la hiérarchie, en ce sens je suis profondément anarchiste, mais dans un monde structuré par la hiérarchie, il faut bien qu'on trouve des solutions de terrain. Donc comprenez bien que les solutions de terrain pour inventer un management qui soit humain et qui ne fasse pas le jeu des oppresseurs et des exploiteurs, et que j'ai envie d'être sur ce terrain-là aussi, évidemment, il s'agit de prérogatives de terrain et d'urgence de terrain. Voilà. Donc dans les urgences de terrain, je ne vais pas évidemment dire sur tous les plateaux et à tout le monde, il faut supprimer l'État, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais par contre, le système que je mets en place, philosophique, et la société idéale que j'essaie de viser et que j'essaie de rendre réaliste au plus possible, autant que je peux, eh bien c'est un système anarchiste dans le très bon sens du terme, et j'aurai l'occasion de déployer ça dans ces conférences. Voilà. Donc Chomsky, pour revenir à lui,
Chomsky et l'écologie, lui, c'est pas du tout l'État, on l'accepte. Il est illégitime, sa puissance est illégitime. C'est un rempart pour protéger, comme tu le dis, Rose, actuellement. Chomsky peut être traité de complotiste, je ne sais pas comment tu le dis. Oui, sur le côté l'Amérique, mais moi je pense qu'il dénonce des choses très intéressantes. Il est très inspirant, Chomsky. Hein. Je ne suis pas du tout critiqué. Je ne suis pas en train de critiquer Chomsky dans ses dénonciations argumentées. Voilà, c'est quelqu'un de très sérieux. Alors après, il y a le procès Forisson. Il a écrit une lettre à l'éditeur parce qu'il est pour une liberté d'expression maximale et donc même les négationnistes pour lui ont le droit de s'exprimer. Je comprends, moi j'ai peut-être une position différente, mais on s'en fiche après tout, hein, mais son argumentation, voilà, je ne diabolise pas Chomsky, je dis juste que c'est un compagnon de route de l'anarchisme, et vous allez voir en quoi ça peut être intéressant. Évidemment, dans l'anarchisme, la deuxième chose pour se dire anarchiste et être dans une vision anarchiste, c'est la suppression du système capitaliste. On ne peut pas être capitaliste et anarchiste au sens voilà, de la tradition anarchiste. Cette loi du plus fort, l'anarchisme n'est pas la loi de la jungle, justement, c'est l'intelligence que peuvent avoir les peuples à créer de la verticalité venant de la base, et une verticalité momentanée et un pouvoir totalement légitime. C'est en fait, pour moi, le symbole même de la démocratie, la puissance de la démocratie. En ce sens, la néo-résistance est anarchiste de visée et même de moyens, dans cette idée de décentraliser. Beaucoup m'ont suggéré d'avoir des leaders néo-résistants, etc. Mais c'est juste un hashtag, c'est juste un gilet jaune avant l'heure qui ne vise pas du tout le combat des gilets jaunes, mais c'est un hashtag, tout le monde peut s'en réclamer et ça se co-construit. L'autre critique, donc Chomsky, il n'est pas du tout pour la suppression de l'État, en tout cas pas dans ses textes directs, et il n'est pas il est pour la suppression du capitalisme, mais c'est pas clair du tout. Il y a beaucoup de figures radicales à gauche qui en fait ne sont pas claires avec ça, on ne voit pas le monde qu'ils veulent proposer, et donc ça donne une sorte soit de social-démocratie chapeautée par des universitaires, tout ce qui est Lordon et compagnie, c'est ça au bout du compte qui est visé, c'est le pouvoir aux intellos et avec toujours cette différence qu'il y a la plèbe à gouverner, la plèbe à fanatiser, fanatiser non c'est pas le mot, la plèbe à instruire, à convaincre, et puis la noblesse académique au-dessus. Voilà, donc pour moi c'est l'abjection. Pour moi c'est l'abjection. Parce qu'une radicalité à gauche qui n'a pas une vision claire de la société idéale dans laquelle elle se projette ne peut pas faire rêver et nous donner de l'espoir. Et donc ce qui va être véhiculé par cette posture de radicalité à gauche qui n'est pas concrète, ce qui va sortir de ça, c'est la détestation, c'est le dépit, c'est le gilet jaune. Au bout du compte, c'est du gilet jaune. C'est-à-dire, j'en ai ras-le-bol, il y en a marre, mettons le feu, pourquoi faire, on ne sait pas. On ne sait pas. Frédéric Lordon, à ce sens, c'est exactement pour moi dans cette ligne-là. Il appelle il y a une sorte de dimension insurrectionnelle quand il prend la parole, que je ne supporte plus d'ailleurs. Les dernières prises de parole, pour moi, sont absolument désastreuses, complètement rouge-brun, je ne sais pas la couleur que ça, mais c'est une couleur que je déteste. Mais vraiment, on a cette idée d'une insurrection, mais pourquoi faire? Oui, les luttes doivent se fédérer, d'accord, pourquoi faire? La grève générale, d'accord, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que tu nous dis qu'il faut faire? Voilà. Donc l'échec de la social-démocratie, en grande partie, est dû à cette volonté de changer finalement en s'adaptant à un système capitaliste, un système de marché, un système où les injustices peuvent perdurer également. L'autre, à mon avis, limite de Chomsky, je m'étends un tout petit peu trop sur Chomsky, c'est évidemment sa vision. Enfin, il accorde trop de pouvoir, me semble-t-il, à la propagande. C'était un grand penseur de la propagande, la fabrique du consentement, mais en fait, c'est beaucoup plus concret que ça. La propagande, à mon avis, vient en deuxième position par rapport à un changement, par exemple, totalitaire, comme on a vu avec le nazisme. D'abord, il y a de la violence. Évidemment, pour moi, l'anarchisme doit être non-violent. Non-violent au sens très fort du terme, au sens structurel et au sens éducatif du terme aussi. Le nazisme, bien sûr, il y a eu de la propagande, mais d'abord, avant 1933, avant que Hitler soit nommé chancelier, il y a eu de la violence. Il y a eu des attaques de meetings des partis communistes.
Il y a eu des meurtres des militants de gauche. Il y a eu, par le NSDAP et puis les SA, il y a eu des attaques des syndicats, des attaques de locaux de militants, il y a eu des attaques contre les socialistes de l'époque, il y a eu des recrutements par dizaines de milliers d'hommes de main, la formation de corps paramilitaires. Donc là, on n'est pas dans la propagande, on est dans la violence réelle. Et c'est elle qui agit. Donc, surévaluer la propagande en disant attention, on manipule les esprits, on conditionne les esprits, c'est une vision faussée de l'histoire. L'histoire et les changements dictatoriaux arrivent par la violence. Daesh, ce n'est pas la propagande. La propagande, c'est après coup. D'abord, il y a la violence. Il y a des morts, il y a des massacres, et après, il y a une propagande qui va se greffer sur tout ça pour appeler dans le monde entier. C'est un cyberappel, hein, Daesh. Typiquement, on est dans la cybermodernité avec Daesh, dans le cyberterrorisme aussi. Mais d'abord, il y a la violence très concrète. Et puis, pour reprendre l'exemple des nazis, il y a le noyautage des syndicats, le noyautage de l'armée, le noyautage de la police. C'est pas de la propagande, c'est concret, c'est de la violence concrète, sans parler de tentative de putsch. Hein, tentative de putsch, on n'est pas dans la propagande et le conditionnement des esprits. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit, justement, que la propagande ne doit pas être survalorisée. Et je vois vraiment dans cette complaisance que peut avoir Chomsky à hisser la propagande, le plaisir de l'universitaire à décrypter la propagande. C'est-à-dire que c'est très jouissif quand on est universitaire dans sa bibliothèque de regarder des tracts et d'analyser ce que font les Zizek, Zizek, je ne sais pas comment on prononce, ce que fait Chomsky, ce que font d'autres. C'est-à-dire tranquillement installer Stigler, c'est typique ça. C'est-à-dire qu'on analyse le monde d'un point de vue littéraire et littérairement on juge, parce qu'on n'est pas con, on juge qu'il y a de la manipulation d'esprit et donc on s'insurge et on va faire des conférences en disant attention, on vous manipule. Mais ça, pour moi, c'est pas du tout le propos. D'abord, il y a de la réelle violence. Réelle violence. Cette réelle violence ne doit pas être gommée par les techniques de conditionnement habile des esprits. La réelle violence. Je reprends l'exemple des nazis. Vous savez bien que, là je parlais d'avant 1933, mais à partir de 1933, on avait des autodafés. On prenait des livres et on les brûlait. Donc la haine par rapport au savoir, ce qu'on appelle en philosophie la misologie, la haine du logos, la haine du savoir, elle est réelle et c'est pas de la propagande. Ça a vertu de propagande, quand vous brûlez des livres et vous dites c'est le mal incarné ce livre-là, forcément ça fait écho, mais d'abord on le brûle le livre. Vous voyez la différence entre dire ce livre il ne faut pas le lire et puis brûler un livre concrètement. Il y a des attaques bien sûr des magasins juifs, ce n'est pas de la propagande, c'est de la violence réelle. L'interdiction des partis politiques dès 1933, c'est pas de la propagande, c'est du réel, c'est de la loi réelle. Et la généralisation de tous les crimes commis par les SA, c'est pas de la propagande, c'est du réel. Donc le réel sera toujours supérieur par rapport à une propagande dont certains intellectuels se complaisent à décortiquer les tenants, les aboutissants. Je ne dis pas que ce décortiquage n'est pas nécessaire, je dis simplement qu'il est surévalué. Chomsky, dans un interview fameux, donc interview du 3 avril 2014, dans un site qui s'appelle The Truth Out, la vérité en dehors, Truth Out, un interview qui s'appelle Écologie, éthique et anarchie, dit des choses quand même très intéressantes. Voilà, j'ai mis les réserves sur Chomsky, mais je vous fais part de tout ce que je trouve intéressant. Je le cite. D'abord, il montre comment l'anarchisme, donc c'est intéressant parce que j'ai mis les limites de... Alors vous parlez beaucoup, donc il faut vraiment que je prenne en compte vos... Je finis sur Chomsky, ensuite je vous garantis... Non, je dois vous lire, excusez-moi, c'est vous qui gagnez. On va casser cette verticalité. Alors je prends à partir Chomsky... Rose, l'État n'est plus un... Hakim, on devrait expérimenter des systèmes anarchistes sur une ou deux villes pour savoir. J'aime bien l'idée. Oublions mais sauf que tout est interconnecté, Hakim. Donc encore une fois, on est dans le cyber, on est dans la cybermodernité. Donc la ville n'est plus pour moi une unité territoriale pertinente. C'est ça ce que j'amène sur le débat. Ce sont les zones affectives et les zones affectives sont cyber. C'est de la cybermodernité. C'est les zones affectives qui sont des unités. On ne peut pas dire territoriale, affective, pertinente. Et à partir de l'affectivité, à mon avis, on peut révolutionner le monde. C'est pour ça que je m'intéresse à la psychologie et à chaque fois j'essaie de réfléchir sur cette notion
de lien humain et de faire famille, parce que c'est à partir de l'affectivité qu'on peut révolutionner le monde. Et les gilets jaunes, finalement, c'est par l'affectif que ça a fonctionné, vous voyez. Et ce qui fait peur à Macron, c'est les zones affectives. Les zones affectives. La colère s'agrège par zone affective aujourd'hui. Avant, il fallait qu'on gueule dans la rue et que tout le monde venait derrière nous. Aujourd'hui, on gueule sur Internet et tout le monde peut nous follower. Hein. Quand vous voyez, par exemple, des youtubeurs qui s'unissent, hein, je crois que c'est, je ne sais pas combien ils sont, sur le hashtag On est prêt. Regardez un peu cet hashtag On est prêt, qui veulent sensibiliser les jeunes publics. On a jusqu'au 15 décembre une 60aine de youtubeurs parmi les plus influents qui veulent se mobiliser, donc on est prêt pour sensibiliser les jeunes aux questions climatiques et à l'écologie, au menu défis et challenges pour changer ses habitudes alimentaires ou réduire sa consommation d'énergie, et ça cartonne chez les jeunes. Là on est vraiment dans de la zone affective. Les jeunes viennent du monde entier, de France, de partout, France et de Navarre et d'Om-Tom, mais ces influenceurs modernes que sont les youtubeurs, ces cyber-influenceurs, eh bien profondément mettent l'écologie au centre, invitent l'écologie dans le débat, avec un parler jeune, avec une façon de communiquer aux jeunes dont nous sommes bien en peine d'avoir les tenants et les aboutissants, et c'est extrêmement intéressant. Moi j'ai une immense admiration pour ce mouvement qu'il faut suivre, hashtag On est prêt. Hein. Voilà, donc c'est un exemple concret de mobilisation cyber, Hakim, pour te répondre. Et donc la ville, tu vois, c'est complètement has-been quelque part, même si c'est très important, on en a parlé, mais tu vois, on est dans des zones affectives. C'est des zones affectives. Les youtubeurs, ils ont un immense continent affectif. Les likes, c'est affectif. Liker, follower, partager, tout ça, c'est de l'affect. Nous sommes dans une civilisation où les zones affectives sont pas contrôlables car décentralisées. Un youtubeur, bien sûr, peut centraliser les choses, mais il reste quand même très spontané et tout le monde est très spontané. Il n'y a pas de science de devenir un youtubeur à succès. C'est pas une science. Même si Squeezie peut nous faire des cours sur YouTube sur comment avoir plus de followers, ça reste très alchimique tout ça, et non pas technologique et bureaucratique et technocratique. Alchimique. Je mets le mot alchimie au goût du jour, c'est pas du tout une volonté d'être ésotérique et obscur, c'est pour montrer que l'alchimie, c'est pas le technocratique, c'est la chose dont on ne sait pas comment ça fonctionne. Ou même la chimie moléculaire ne peut pas expliquer pourquoi il y a de la magie. C'est cette part de magie, ce qui fait qu'un YouTuber agrège des followers, c'est absolument alchimique, c'est humain, ça concerne le mélange humain. Donc voilà, je réponds à ta question, Hakim, je continue un peu vos remarques, et après on voit un peu ce que Chomsky dit de l'écologie, qui me semble une fenêtre très intéressante. Xavier, le numérique doit être outil pour l'écologie, c'est tout l'objet de ces 10 conférences en live, hein, Xavier, mais tu nous rejoins, il y en a déjà 2 qui sont en ligne, sur YouTube et sur Facebook, tu peux les trouver, je les mettrai en ligne. C'est justement ça, numérique et écologie, comment on les met ensemble. Merci, voilà, vous mettez plein de liens. Ras-le-bol de la froideur technocrate alchimique, oui. Oui, il y a l'idée de creuset, il y a l'idée de zone affective au sens de creuset humain. J'aime bien cette idée. Et puis on parle de chemistry en anglais, hein, chemistry entre deux personnes, d'alchimie qui prend. Je ne sais pas comment on dirait en français, atome crochu, on a des atomes crochus, voilà. Hakim, est-ce que les sociétés humaines sont condamnées à changer de façon tragique face à des problèmes hyper complexes comme le réchauffement climatique, le système économique compétitif? C'est tout l'enjeu de nos conférences, c'est de montrer que la complexité actuelle qui est effective doit être résorbée par de la complicité connective et humaine. La complexité effective doit être résorbée par de la complicité. Zone affective va très bien avec cet adjectif pour moi phare du 21e siècle qui est la complicité. Plus c'est complexe, plus il faut devenir complice pour organiser une prise de décision et de débat critique sur la complexité qui sinon nous assaille et nous assujettit. Voilà, j'espère que c'est un peu clair. Liliane, le parti Écologie Les Verts ont commencé par le numérique pour échanger. Oui, il y a beaucoup de choses qui naissent très intéressantes sur la connexion. Je vais revenir à Chomsky. Rose, tu as beaucoup parlé. Je ne vais pas lire tout ce que tu mets, mais merci. N'hésitez pas, allez-y, je vais tout lire après, et puis vous-même, ça vous nourrit. Chomsky, voilà ce qu'il raconte. Il dit donc l'anarchisme est une posture intéressante, une posture radicale. Je cite Chomsky dans l'article précité. Si vous jetez un œil au marché, il s'apparente à un mode d'emploi pour suicide. Un point, c'est tout, donc anticapitaliste au possible. La tâche de l'État consiste à secourir les riches, donc il critique bien sûr, et les puissants et à les protéger, peu importe si cela viole les principes de marché.
on s'en fiche pas mal des principes de marché. Les principes de marché sont essentiellement destinés aux pauvres. Mais le risque systémique est une externalité qui n'est pas prise en considération, ce qui mettrait à mal le système de façon répétitive s'il n'y a pas lieu d'intervention de la puissance étatique. La destruction de l'environnement est une externalité. Ce qu'il entend par externalité, finalement, c'est quelque chose de destructeur en dehors du système de coûts. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les pauvres qui vont payer et les multinationales richissimes ne vont pas payer ces dommages collatéraux. Voilà ce qu'il appelle un peu une externalité. La destruction de l'environnement, c'est une externalité. Ça, c'est très très intéressant. Dans les interactions de marché, vous n'y prêtez pas attention. Prenez par exemple les sables bitumineux. Vous ne tenez tout simplement pas compte du fait que vos petits-enfants pourraient ne pas y survivre. C'est ça une externalité. Et dans le calcul moral du capitalisme, de plus grands profits dans le quart d'heure, de plus grands profits dans le quart d'heure qui suit ont davantage de poids que le destin de vos petits-enfants. Et bien sûr, il ne s'agit pas de vos petits-enfants, mais de ceux de tout le monde. Ce qui subsiste des sociétés indigènes, et ça aussi c'est une idée très intéressante de Chomsky, les sociétés indigènes qui existent, qui ont survécu au colonialisme de l'homme blanc, les sociétés indigènes sont celles à la fois qui sont les plus précarisées, mais celles qui veulent lutter pour l'écologie, celles qui veulent lutter pour préserver la Terre. Et ce paradoxe est vraiment très intéressant, et j'y consacrerai bien sûr plus longuement l'épisode suivant d'Écocyber. Donc, ce qui subsiste des sociétés indigènes tente d'empêcher la course au désastre. Donc à cet égard, je lis Chomsky toujours, les sociétés coloniales illustrent de manière frappante la puissance destructrice massive de l'impérialisme européen, ce qui bien entendu nous inclut, nous et l'Australie, etc. Et il y a aussi, je ne sais pas si on peut appeler cela de l'ironie, cet étrange phénomène qui oppose des éléments de la société globale, soi-disant les plus évolués, les plus éduqués, les plus riches, essayant de nous détruire tous, et des peuples soi-disant arriérés, pré-technologiques, qui demeurent en périphérie, essayant de freiner la course vers le désastre. Si un extraterrestre nous observait, il penserait que nous sommes fous alliés. En fait, c'est vraiment le cas. Mais cette folie se rapporte à la structure institutionnelle de base des démocraties de marché. C'est ainsi que cela fonctionne, c'est intégré dans les institutions. C'est une des raisons pour lesquelles le changement va s'avérer très difficile. Selon moi, l'anarchisme est la forme de pensée politique la plus évoluée. Alors on lui parle d'associations qui luttent. Je finis, c'est un peu long comme citation, mais je pense que c'est assez pertinent et intéressant pour notre réflexion. Je pense, dit Chomsky pour conclure, qu'une résurgence de mouvements anarchistes, ce serait le summum de l'intellect de la civilisation humaine, devrait se joindre aux sociétés indigènes du monde afin qu'il n'ait pas à porter seul le poids du sauvetage de l'humanité de sa propre folie. Cela devrait se produire au sein des sociétés les plus riches et puissantes. C'est une sorte de truisme moral. Plus vous avez de privilèges, plus grande et vaste est votre responsabilité. C'est élémentaire dans tout domaine. Vous avez des privilèges, donc des opportunités, donc des choix à faire, donc des responsabilités. Voilà, je voulais souligner cet apport de Chomsky, à la fois qui montre que nous sommes dans une logique coloniale, j'aime beaucoup ce mot, nous sommes encore dans l'idée de coloniser les natures, de profiter au maximum à court terme de toutes les ressources que la nature nous offre, mais également évidemment de spolier des peuples, de spolier même des peuples, même des classes sociales, tout simplement, c'est pas un gros mot, des classes sociales exploitées par des exploiteurs. Je pense que ce logiciel marxiste reste tout à fait pertinent aujourd'hui, même si aujourd'hui on a des cyberclasses, c'est encore autre chose. Mais l'idée de société indigène me semble extrêmement pertinent de voir qu'il y a à la fois cet appel à, évidemment, avoir des responsabilités fortes en termes d'écologie, mais des responsabilités fortes envers des minorités qui s'intéressent à la Terre et qui essayent de pallier le désastre que nous, les riches, nous mettons en place. J'espère que je suis un peu clair. Je trouvais ça fort intéressant de vous le partager. Alors ça pose plusieurs questions qui sont autant de problèmes, mais c'est ça qui est à mon avis passionnant. Je vais prendre un peu vos remarques, n'hésitez pas à réagir. Les références, alors c'est pas un livre, c'est un interview, Liliane, dans un site qui s'appelle Truth Out, en un seul mot, Truth
Truthout. C'est le 3 avril 2014 et le titre, tu le trouveras traduit en français, Écologie, éthique et anarchie. Tu fais Chomsky, Écologie, éthique et anarchie, tu tombes sur cet article. Voilà, très intéressant. Alors, il y a des limites à tout ce qui vient d'être dit. Et une des grandes limites peu abordées par Chomsky, et c'est assez étonnant de la part d'un linguiste d'aborder peu ces choses-là, c'est la limite de l'éducation. Je pense, et ça sera le grand chapitre de notre 4e rendez-vous, l'éducation. Quelle éducation? Et vous avez vu que les Gilets jaunes entrent dans l'agenda des mobilisations sociales avec les professeurs qui sont en colère, qui ne sont pas contents, qui refusent le pas de vague de leur administration, mais également, et j'y ai consacré mon dernier rap, hein, vous savez que je m'amuse à chanter pour pouvoir exprimer des choses que je n'arrive pas à exprimer comme ça, et je vous demanderai vraiment de le partager, n'hésitez pas, en PLS à l'école, vous tapez en PLS à l'école, voilà, c'est-à-dire en position latérale de sécurité à l'école. Position latérale de sécurité, c'est ce que disent les jeunes de 15 ans lorsqu'ils disent qu'ils vont mal et qu'ils sont mal. Voilà, quand ils sont mal, ils disent je suis en PLS. C'est plein d'humour, je trouve. Je suis en position latérale de sécurité. Ils ont des formations de position latérale de sécurité à l'école et ils ont dévoyé cette expression pour dire qu'ils sont mal, très mal. Et c'est vrai que dans le débat sur l'école, on parle beaucoup des adultes et on ne parle pas des enfants. On ne parle pas des enfants, mais pas du tout. Il n'y a pas d'enfants invités dans les médias pour dire ce qu'ils pensent de l'école et de leurs professeurs. Les enfants, c'est des délinquants. On ne voit des enfants que sur le mode délinquant ou des rigolos qui font rire leur classe au détriment d'une pauvre professeure qui se fait pointer un pistolet sur la tempe, plus ou moins avec une forme d'humour puisque toute la classe rit de façon bouffonne. Et l'abruti qui fait ça, évidemment, est pointé par les médias comme étant un délinquant en puissance. Et j'ai fait moi-même des débats où j'avais en face des appels à l'autorité qui doit être rétablie, ces fameux appels qu'on entend depuis 20 ans. Donc l'école française, totalement arriérée, j'ai aucune complaisance à critiquer ce système, pas les profs, il y a des très très bons profs heureusement qui luttent et qui se mobilisent, c'est d'ailleurs dit dans ce rap, en PLS à l'école, je le dis clairement, big up, bravo, big up aux profs qui se battent contre l'arnaque, les passionnés passionnants qui donnent envie de la fac. Envie de la fac en général, dans les lycées pauvres, on n'en a pas envie, on en a plutôt peur. J'en ai fait l'expérience moi-même quand j'étais professeur. La fac c'est quelque chose de complètement brumeux et qui fait peur, on préfère les filières à court terme et d'ailleurs on est fait pour aller dans ces filières de brève échéance et avec des diplômes dévalués parce que le travail de sensibilisation au diplôme n'a pas été fait et vous savez bien que la France est un pays où le diplôme fait la vie. C'est ce qui déprime la jeunesse française, c'est justement que le diplôme, la scolocratie, le pouvoir du diplôme est extrêmement puissant en France. Donc, l'éducation est un chapitre essentiel et c'est ce que ne pointe pas à mon sens Chomsky. Je suis assez sidéré de voir que ce Chomsky-là n'a pas de grande page sur l'éducation. C'est assez étonnant et révélateur de la limite de sa pensée anarchiste parce que dès qu'on aborde l'anarchisme, on aborde l'éducation, le changement des mentalités. Et la nouvelle génération qui arrive, qui peut avoir d'autres points de vue, d'autres lunettes de vue, lui permettant justement de réaliser des choses. Dans notre cycle écologie et cybermodernité, il est fondamentalement essentiel de réfléchir à l'éducation. Or, l'auteur dont j'aimerais vous parler pour finir ce live, qui est un éducateur polonais, philosophe, qui a écrit des livres que je vous recommande, et qui a un nom évidemment polonais, donc juste impossible à prononcer. Merci à mon ami Wojtek de m'avoir aidé à le prononcer. Il s'appelle Janusz Korczak. Moi je disais Janusz Korczak. Voilà, je le connaissais, je le lisais, et à chaque fois je prononçais son nom comme ça. Donc non, c'est Janusz Korczak. Voilà. Si quelqu'un peut nous l'écrire, ce serait... merci Claire. Si quelqu'un peut nous l'écrire, ce serait vraiment formidable. J-A-N-U-S-Z-C-O-R-C... Non, K-O-R-C-Z-A-K. Voilà. Janusz Korczak est un éducateur, c'est un des rares éducateurs qui est mort pour ses idées pédagogiques. Il vient du ghetto de Varsovie, il a été éducateur, il a accompagné ses enfants, les enfants qu'il avait en charge pédagogique, jusque dans un camp de concentration et il en est mort. L'autre à avoir fait ça, à être mort pour ses idées, c'est Francisco Ferrer, dont on parlera également, l'anarchiste, comme par hasard, espagnol. Voilà. Mais là, Janusz Korczak, ce qui m'intéresse, c'est sa vision de l'enfant.
Et c'est une vision qui est au tournant de tout ce qu'on raconte depuis le début de cette conférence, à savoir que la jeunesse, il faut miser sur son intelligence et non pas sur sa capacité, merci Hugo, sa capacité à recevoir la leçon des adultes. Tant qu'on restera dans une idée de verticalité absolument, alors là pour le coup non anarchiste, que l'adulte, le sachant, l'expert, le technocrate doit initier le peuple, raconter au peuple, encadrer le peuple, dire au peuple ce qu'il doit penser, l'écologie ne pourra pas exister et des mouvements de gilets jaunes vont exister et être récupérés par l'extrême droite. Il est urgent d'avoir des modes alternatifs de compréhension, je ne dis même pas de pédagogie, il ne s'agit même pas de passer à avoir des écoles expérimentales, bien sûr, ça serait l'idéal, mais simplement un rapport autre à notre jeunesse, un rapport autre à ce que c'est de transmettre du savoir et d'exercer à la démocratie. Je prends 2-3 remarques et on finit sur Janusz Korczak dans les 15 minutes qui nous restent. Voilà. Alors, attendez, quelques remarques. Qu'est-ce que j'ai ? La racine de tous les problèmes n'est-il pas l'argent ? Demande Xavier. Ne devrions-nous pas vivre comme les Schtroumpfs ? Tu sais, même les Schtroumpfs ont leur Schtroumpfissime, celui qui veut devenir plus Schtroumpf que les Schtroumpfs et qui en Schtroumpf tout le monde. Hein. On pourrait Schtroumpfer ensemble, si tu veux. Moi, je parle le Schtroumpf très couramment. J'ai même inventé des langues artificielles Schtroumpf. Hein. Mais ça va être limité. Oui, l'argent, tu as raison, mais c'est pas l'argent le problème, c'est la justice le problème, me semble-t-il. Et même pour l'enfant, puisqu'on va analyser un tout petit peu Janusz Korczak, j'adore le prononcer maintenant, je peux frimer, et même l'argent, même l'éducation est une question de justice. L'enfant se révolte instinctivement face aux injustices. La justice et l'injustice relèvent, et c'est Rousseau qui voit ça à peu près, relèvent de l'affect. Je parlais de zone affective tout à l'heure, et j'en parlerai tout le temps. Dans zone affective, il y a cette notion de justice et d'injustice. C'est pas dans l'effectif que la justice et l'injustice existent. Sinon, on est dans la technocratie. On est dans les taxes et on est dans la répartition, je dirais, métrique des choses, mesurable des choses. Mais profondément, cette notion de justice et d'injustice qui sont corroborées d'ailleurs par le combat philosophique. La philosophie, c'est juste le combat pour l'extension de la justice, tout simplement. De la vérité, donc de la justice. Il faut être un peu égyptien pharaonique et se référer à Maat, qui était la déesse de la justice vérité pour les Égyptiens pharaoniques. Maat, c'est ça la philosophie, qui est née bien sûr en Égypte, je ne vous le fais pas dire. Le cyber est désincarné, eh bien non, je ne crois pas que ce qu'on vient de vivre, Rose, soit désincarné. Je ne connais pas ton visage, je ne connais pas ton origine sociale, je ne connais rien de toi à part des mots, mais ces mots ne sont pas désincarnés. Et ton point d'exclamation là que tu mets actuellement, quand tu dis miser sur l'intelligence de la jeunesse, etc., ces points d'exclamation, c'est du corps qui transpire. Voilà. Alexandra, les peuples premiers sont les plus persécutés et pourtant c'est les plus grands gardiens de cette terre. Ce sont les plus grands gardiens de cette terre. Avec peu de moyens, ils essaient de nous responsabiliser de l'urgence. Ah tiens, nouveau point de plus dans la cyberactivité. Excellent. Claire, bravo pour tes musiques d'ailleurs, merci. Neila, bonsoir Vincent, désolé de prendre le train en marche. Tant que c'est le train, ça va. Il faudra que tu regardes le replay pour comprendre. Et la chimie est là, surtout parmi les jeunes, la science avec la chimie verte. Donc, ce mouvement de cyberécologie ne peut devenir qu'une alternative d'avenir. Miser sur l'intelligence de la jeunesse, oui, et ne pas la bousiller. C'est tout ce que je dénonce dans ma logique d'éducation complice que je mets en place, cette complicité liée à l'éducation, qui me semble le plus beau fer de lance pour une écologie cybermoderne. La justice. Et Korczak, tu as trouvé un article, Cécile, tu es formidable, on reconnaît la journaliste en toi. Alors, on va aborder un peu Janusz Korczak, je vais juste vous donner envie de le découvrir, vous pourrez après par internet trouver plein de choses. Je vous ai un peu parlé de son combat, donc lui, dans les années d'avant-guerre, même d'avant-guerre, quand je parle d'avant-guerre, on est en 1914-18, hein, il met en place une république des enfants, avec une véritable réflexion sur la démocratie à l'école, on pourrait le dire comme ça aujourd'hui, même si c'est un peu osé. Il a voulu
totalement refondre l'éducation selon des principes nouveaux. Il a créé des orphelinats organisés en république d'enfants en 1912 et 1919. Il était très connu, hein, tous les Polonais de ces années-là sont passés par lui. Il était éminent, des émissions de radio, un journal pour les enfants et véritablement une pédagogie du respect. Et quand on dit pédagogie du respect, qu'est-ce qu'on respecte? Parce que l'écologie, c'est aussi le respect de la terre, mais c'est aussi d'autres respects, on les a vus en chapelet. On respecte la sensibilité de l'autre. On respecte la dignité de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? On respecte sa liberté. Sa liberté. La dignité, c'est le respect de la liberté. On respecte la peine d'un enfant, même si c'est pour un caillou, dira-t-il Janusz Korczak. Même si c'est pour un caillou, on respecte la peine. On respecte l'amour-propre, la confiance en soi, l'estime qu'on peut avoir de soi-même. Ça se respecte, c'est extrêmement précieux. Quand on voit notre système aujourd'hui qui trie les individus, qui broie les individus, qui humilie et qui broie même les épaules des gamins avec des cartables de 10 kilos, on voit vraiment que la confiance en soi ne peut pas survivre à ce système-là. C'est aussi respecter le monde dont on est porteur chacun. Respecter quelqu'un, une pédagogie du respect, c'était respecter la sensibilité, le monde, la liberté, l'amour-propre et la peine de l'autre. Voilà. Et au niveau de ces sensibilités, il y a un texte très connu de lui, et je vais vous le dire. Vous dites, c'est fatigant de fréquenter les enfants, écrit Janusz Korczak. Vous avez raison. Vous ajoutez parce qu'il faut se baisser, s'incliner, se courber, se faire tout petit. Là, vous avez tort. Ce n'est pas cela qui fatigue le plus, c'est le fait d'être obligé de s'élever, de se mettre sur la pointe des pieds jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, pour ne pas les blesser. Ce qui est dur avec les enfants, c'est que ça nous oblige à nous élever à la hauteur de leurs sentiments pour ne pas les blesser. Là, vous avez quelque chose de fondamental. Dans cette pédagogie du respect, ne pas humilier, ne pas piétiner, nous avons, comme en filigrane, comme un écho, tout le courant de l'écologie et du rapport à la nature. Ne pas humilier, ne pas brusquer, ne pas violenter, ne pas exploiter, ne pas conditionner, ne pas marchandiser. Et donc quand Janusz Korczak parle des enfants, on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui à le lire de voir qu'il parle aussi de la nature. Les enfants et la nature faisant un excellent ménage. L'enfant, dit-il, a le droit au respect de sa dignité et de son amour-propre, ne pas piétiner, ne pas humilier, laisser vivre sans décourager, ni brusquer, ni presser. Quand on voit la marchandisation du vivant aujourd'hui, ça résonne énormément. Du respect pour chaque minute qui passe. On peut imposer une discipline au geste d'un enfant, mais on ne peut pas imposer une discipline à ses idées. Laisser libre les idées de l'enfant, de son développement philosophique, on va dire. L'enfant mérite que l'on respecte ses peines, même si leur cause n'est que la perte d'un caillou, écrit-il. Les enfants obéiront, en république d'enfants, ils obéiront, non plus parce qu'ils auront peur, obéissance, autorité, etc., mais parce qu'ils voudront eux-mêmes que l'ordre règne partout. Encore faut-il instituer une démocratie où le vote d'un enfant vaut le vote d'un adulte et où toutes les décisions liées à l'école, y compris quand un enfant s'amuse à pointer un pistolet en plastique sur la tempe de son professeur, qu'il passe devant le tribunal de ses collègues, enfants, de ses pairs enfants, PAIRS, et non pas devant un tribunal d'adultes. Et vous verrez que, évidemment, c'est très intéressant. Prendre ça comme un cas d'école, c'est la possibilité de refonder totalement la pédagogie en la rendant démocratique. C'est aux enfants de décider du règlement à l'intérieur, de décider s'il y a des portables ou pas. Et ce sera aussi, du coup, corrélativement aux enfants d'appliquer leurs décisions. Il n'y a pas pire pour un enfant que d'être réprouvé par une classe entière. Le prof, pas grave, on s'entraîne à défier l'autorité, mais quand c'est vos amis qui ont été impliqués et responsabilisés dans la décision des règles d'un établissement, et vos amis vous regardent mal en disant « tu bafoues nos propres règles, tu bafoues la démocratie et tu bafoues ce qu'on a décidé ». Tu bafoues la volonté générale. Cet exercice-là, il n'existe pas dans l'école française en 2018, il n'est pas généralisé,
Et c'est pour ça que on en vient à l'autorité dictatoriale, le professeur a raison, etc. Ce qui est complètement archaïque. Vous le savez bien, aujourd'hui, en Suède, en Finlande, à partir de 16 ans, eh bien, il n'y a plus de cours, les fesses sur une chaise pendant 10 ans. Ça n'existe plus. Tout est sous forme de travail en groupe, d'ateliers, où le professeur n'est que là pour s'assurer que tout se passe bien, et on va décider de ce qu'on veut apprendre, décider comment on va l'apprendre. Et évidemment, tout ça, les partisans fous de l'autoritarisme à l'école, très très médiatisés, sont vent debout contre ça et disent que des bêtises. Que des bêtises. Ça existe depuis 30 ans, ça a mené l'école à sa perte et c'est totalement faux. Alors vous me direz, le lien avec l'écologie n'est peut-être pas là, si, précisément. Il s'agit de former une génération qui puisse manœuvrer dans les zones affectives étant les garantes d'une redistribution de l'urgence écologique et de l'urgence de changement de société, de l'urgence révolutionnaire. Si on entend par révolutionnaire, la dilution du pouvoir étatique et évidemment un autre pouvoir, il ne s'agit pas d'être dans l'anarchie quand on est anarchiste, et évidemment la sortie du système capitaliste. Tout le reste peut être appelé contre-révolutionnaire, dès qu'il s'agit de maintenir à long terme l'État et le système capitaliste. Donc voilà, on parle vraiment de la formation de jeunes écologistes cyber connectés œuvrant avec des zones affectives. C'est ce contenu. Et je pense que Janusz Korczak est un portail par lequel nous pouvons légitimement entrer pour pouvoir réinventer une pédagogie complice qui donnera des citoyens complices qui donneront une démocratie complice, et du coup complice avec aussi notre planète, et complice dans tous les mouvements qu'on pourra mettre en place pour un monde meilleur, tout simplement. Donc c'est fondamental. Je vous lis encore 2-3... Merci pour les likes, ça fait toujours plaisir. Je vous lis 2-3 choses. Oui, l'humiliation à l'école, il faudrait faire des chapitres. Alors là aussi, je suis sidéré. C'est pour ça que dans ma chanson En PLS à l'école, je parle de ça, de l'humiliation à l'école. Et l'humiliation, c'est simplement devoir écouter des choses qui nous ennuient. Dans une ère où l'ennui n'est plus du tout de mise. C'est humiliant. Il y a une violence de l'école, réellement une violence de l'école, dans son dispositif même. Je ne parle pas d'un prof violent. Je parle pas c'est l'institution qui naturalise l'échec, qui fait qu'il y a une ségrégation scolaire avec des écoles qui sont des voies de garage, même si les profs font un super boulot à l'intérieur. C'est absolument violent. C'est absolument violent. Pas de discours, dit Janusz Korczak, de l'exploration. Je le cite, à force d'être gavé de paroles édifiantes, écoutez bien, ça résonne énormément, de nombreux enfants finissent par prendre en aversion la vertu. Laissons-les découvrir eux-mêmes, graduellement, les bienfaits et les douceurs de l'altruisme. Pas de catéchisme sur le vivre ensemble, sinon ils vont haïr le vivre ensemble. Pas de catéchisme sur les douceurs de l'altruisme. Expérimenter l'altruisme in vivo dans l'école. Expérimenter la démocratie plutôt que d'avoir des grands discours démocratiques après coup. C'est fondamental. Expérimenter la prise de conscience de la justice, de l'injustice et de l'écologie. Expérimenter à l'école en s'intéressant à des fourmis, à des expériences scientifiques, au jugement critique, au débat, plutôt que de devoir mettre un gilet jaune et ne même pas savoir pourquoi exactement on manifeste, se fier à son ras-le-bol au lieu de se fier à sa conscience et à son jugement critique. Chacun a besoin d'un monde à soi, dit-il, et évidemment, c'est aussi un praticien de l'autodérision et de la dérision. L'humour chez Janusz Korczak est fondamental, et c'est à travers l'humour que les droits de l'enfant doivent évidemment être reliés, être mis en place et rayonnés. Pédagogie autogestionnaire qu'il mettait en place, donc là l'écologie me semble totalement connectée, tout ce que je vous décris en termes d'autogestion c'est extrêmement intéressant. Voilà. Donc je vous ouvre cette fenêtre et je vais finir là-dessus. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Je vérifie, mais je crois bien. Oui, c'est ça. Donc je pense que c'est un long live. Je vais lire 2-3 remarques finales, les vôtres. Et puis on va se dire au revoir. J'ai eu beaucoup de plaisir à philosopher avec vous et avancer sur des terrains très variés. Et pendant ce temps, si quelqu'un peut nous dire notre prochain rendez-vous qui est dans l'événement événement Facebook, écologie et cybermodernité, n'hésitez pas, j'ai oublié la date, je peux la retrouver, mais si quelqu'un peut la retrouver, ce serait super. Et même copier le lien de l'événement, là, ce serait vraiment formidable. Merci beaucoup. Je lis Neila.
Ah oui, je t'avais lu, excuse-moi. Euh, je lis Rose. Ah oui, l'humiliation c'est atroce. Et le germe de la haine. L'humiliation et le germe de la haine, j'aime beaucoup ça. Coordonner, jouer le chef d'orchestre davantage que commander. Bien vu le parallèle Kortchak et écologie. Pédagogie écologique, sensible, douceur, souplesse, yes. Merci Rose. Il faut l'espace quand même, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme participation? N'hésitez pas à commenter, on se dit au revoir, donc n'hésitez pas. Voilà, je crois que j'ai un peu tout lu de ce qu'il y avait. Voilà, écoutez, personne n'ajoute un commentaire pour l'instant, je crois que on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie mes amis, c'était très riche et j'espère que ça vous a fait avancer ça nous a fait avancer dans cette co-construction qu'on fait tous ensemble, une philosophie complètement en phase avec les enjeux actuels. Voilà, alléger les jaunes, on continue de les regarder, on voit un peu ce qui se passe, et on essaie de voir comment on peut réinventer de nouveaux rêves à gauche, de nouveaux rêves qui soient réalistes et qui soient vraiment inspirants pour les nouvelles générations. Le prochain épisode sera consacré, donc on a vu beaucoup de monde, hein, Murray Bookchin, l'écoféminisme. Aujourd'hui, on a vu Chomsky, Janusz Korczak. À chaque fois, on essaie d'approfondir des auteurs. Vous devez lire maintenant ces auteurs. Vous devez les lire et les parcourir, évidemment, et revenir nous dire un peu ce que vous en pensez. Voilà, c'était une fenêtre comme ça qui me fait du bien et apparemment ça vous plaît aussi, donc j'en suis ravi. Vous partagez cette vidéo partout. Maintenant, vous connaissez le contenu, donc n'hésitez pas à solliciter vos amis. Elle existera aussi sur ma chaîne YouTube. Il faut liker, il faut commenter, parce que c'est comme ça qu'on diffuse les idées. Je ne passe pas par les billets de la publicité payante. Donc, il n'y a que le partage des zones affectives qui fait que les idées se véhiculent. Donc, n'hésitez pas à me soutenir dans ce combat-là. Combat bénévole, militant que je mène. Et je demande juste que vous puissiez partager un peu tout ça. Merci d'avoir été en interactivité avec moi. Merci de suivre ma page, Facebook notamment, c'est là où je suis le plus actif. Twitter aussi, je suis actif, les deux sont relayés. Page Facebook, facebook.com/Vincent Cespedes page. Et la prochaine fois, nous allons aborder la question de l'éducation vraiment, l'éducation à la nature. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants pour les sensibiliser? Et on va voir que cette réflexion sur l'éducation, écologie et cybermodernité nous donnera des pistes pour maintenant changer des choses et évoluer en sortant un peu du chacun pour soi dans cette lutte écologique et d'essayer de fédérer les ardeurs. Zone affective fédérée. Merci Flo, merci Liliane, merci Rose, merci tous ceux qui ont participé ou même tous ceux qui étaient derrière les écrans. On était très nombreux. C'est formidable. Merci les amis et rendez-vous le 16 décembre. Merci Xavier. Sur l'éducation, écologie et cybermodernité. On va enfin aborder l'éducation complice. Il y a un groupe que je viens de créer qui s'appelle Éducation complice. Abonnez-vous et évidemment mettez Philohack parce que c'est une application gratuite sur smartphone qui est de l'éducation populaire philosophique pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, on l'a fait évoluer, c'est encore mieux qu'avant. Voilà, c'est aussi un de mes combats. La cybermodernité, j'en parle, on philosophe ensemble, mais je la fais sous forme d'application. Donc j'ai les mains directement dans le cambouis avec Matt Kalain et avec Ha qui dirige cette société. On le fait concrètement, on fait de l'éducation populaire sur smartphone, ça s'appelle Philohack, H-A-C-K. Et donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil. Merci les amis, à bientôt et on continue à s'ouvrir l'esprit tous ensemble. À bientôt.